suis Nico, j'ai 25 ans, j'ai co-créé la marque Fago avec Frédéric, un ami d'école, il y a 3 ans, c'était en 2009. L'idée de Fago initiale, c'était de créer une marque de tennis, alors pas révolutionnaire, mais tout simplement en apportant de la nouveauté sur ce marché qui était un peu morose, où tout le monde s'habillait on s'habillait tous pareil, on avait tous les mêmes marques, etc. On s'est dit pourquoi pas créer quelque chose de nouveau pour les copains. Et donc ça passe par le tennis, mais notre ambition elle est même pas jusqu'à créer autre chose, parce qu'on pensait pas pouvoir tenir avec la tennis pendant longtemps. On s'était dit on va peut-être faire 6 mois d'activité, mais après ça risque d'être compliqué parce qu'il y a quand même des géants qui ont des millions pour faire de la pub. L'histoire de Fago, je vais la faire en 3 étapes, 3 années, donc ça fait depuis 2009. La première année, on rentre dans ces jours universitaires en Chine avec l'idée de monter notre boîte. Simplement parce qu'on avait envie de le faire en se disant on verra bien ce qu'on peut faire de nos mains. Et puis on était passionné de chaussures et de mode, donc on s'est dit ok banco on y va. La première année donc c'est le lancement. Le lancement qui s'est fait avec pas mal d'étapes. La première c'est d'avoir créé une page fan Facebook pour annoncer un lancement. On a réuni toute notre communauté sur Facebook lors de ventes privées chez des copains. Des ventes privées qui ont été au-delà de notre espérance parce qu'on a vendu 5000 paires en 15 jours dans 8 endroits différents alors qu'on pensait juste les vendre pendant 1 an et qu'il nous en resterait, qu'on devrait aller faire les marchés pour galérer à la fin, etc. et se dire bon on arrête la marque. Donc globalement première année c'est la surprise, quoi, le buzz. On s'y attendait pas du tout vraiment. On avait fait ça avec nos petits moyens du bord et ça a très bien fonctionné. Donc deuxième année, on passe sur une année beaucoup plus professionnelle où là on s'implante dans des points de vente en France mais aussi à l'étranger en se disant bon ok c'est très bien, on a réussi à créer une petite marque, les magasins en veulent, maintenant il faudrait essayer de durer plus qu'1 an. Voilà. Donc du coup on se met dans des saisons, donc on crée des collections printemps-été, automne-hiver, ainsi de suite, ainsi de suite. On participe à des salons, on prend des bureaux pour arrêter de bosser chez nous, on embauche une stagiaire, on embauche un premier commercial. Voilà, donc l'équipe grandit en année 2. Et en année 3, c'est une super année l'année 3, parce que le bilan c'est de dire qu'on a planté 180 000 arbres en France. L'équipe a aussi beaucoup grandi, c'est 8 personnes maintenant Fago, et un tournant aussi de développement de gamme, comme je vous l'ai dit, avec l'accessoire, mais aussi les chaussures enfants et un segment plus femme. Notre communauté aime bien voir qu'il y a une patte dans notre marque, c'est-à-dire qu'il y a une touche assez personnelle qui est dictée par nous deux avec Frédéric. On se dit pas merde, attends, il faut qu'on fasse une étude de marché qui va nous coûter 40 000 € pour vérifier que la couleur bleu marine par exemple c'est une couleur qui nous plaît, on y va. Voilà, on se pose pas de questions. On avait 21 ans, 22 ans, du coup on était en 3e année d'école de commerce et moi je me souviens à chaque fois que je parlais de la marque c'était quand on avait quasiment rien, c'est-à-dire de wing marketing. On arrivait aux soirées, j'allais voir mes copains, je disais salut les gars, bon dans 6 mois je monte ma marque, une marque de chaussures. Bon c'était marrant parce que du coup c'était en soirée et il y avait un public qui me prenait pour un con, un fou quoi. Putain ouais c'est ça, bien sûr t'as raison. Il y a Nike à côté, vous arriverez jamais. Je disais non mais j'ai pas la prétention d'être Nike, juste une petite marque. Enfin, si tu les portes, ce sera cool quoi. Et d'autres personnes qui m'encourageaient en fait, en me disant putain stylé, si t'as besoin de quoi que ce soit, moi tu sais je vais devenir avocat, pour le statut tu y as pensé, ah ouais attends bah je te rappellerai dans 1 mois, etc. Donc globalement en fait c'est toujours bien accueilli, d'un côté il y a le fou du village, et de l'autre côté il y a celui qu'on a envie d'aider quoi. Et puis in fine quand la marque se lance, tout le monde se rejoint pour dire on file un coup de main. Et la famille, au début c'était un peu, il y a eu la petite bam de ma maman. En mode, ah bah attends tu viens de faire des études, tu veux pas attendre un peu? Et au final, des parents sont toujours aimants et désireux du bonheur de leurs enfants. Donc ils m'ont suivi dans ce projet où je leur ai dit écoutez voilà c'est ce que j'ai envie de faire maintenant à cet instant T de ma vie. Pour moi l'entrepreneuriat c'était assez évident, c'est-à-dire que c'était une période de ma vie qui viendrait tôt ou tard. On se dit toujours j'entreprendrai, vous savez, ton père te dit toujours tu entreprendras quand tu auras tes 40 ans de carrière, etc. Nana, que tu seras expert du domaine et que tu auras de l'argent, etc. Et dans le début de mes années d'études j'entendais pas mal non mais attends finalement entreprendre ça peut se faire dès le début parce qu'il y a un avantage, c'est que tu n'as pas de femme, pas d'enfant, pas d'emprunt, rien entre guillemets qui te rend indispensable avec un métier de salarié. Donc on peut toujours remettre au lendemain, c'est juste à un moment donné en fait je pense qu'on le sent, c'est le moment pour moi de monter ma boîte et ce qu'il faut c'est le saisir et en fait saisir sur du papier et saisir sur un calendrier pour se dire ok je m'engage à le faire. Beaucoup de personnes après à 40 ans ils nous le disent hein. Putain moi je regrette à 20 ans j'avais une idée, j'avais envie de le faire et c'est con je l'ai pas fait, c'est idiot, j'aurais pu me lancer dans ma carrière seulement 2 ans après, sachant qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat est valorisé en France.
Créer une boîte, en fait, c'est assez processisé d'une certaine manière. Il y a des étapes clés, quoi. Moi, j'en recense 10. Pour les trouver, elles sont données, c'est la PCE qui donne ça. C'est l'aide pour la création d'entreprise, c'est un site internet. Donc il y a 10 étapes clés. Ok, trop bien. C'est marrant, parce que c'est cool, du coup tu peux t'écrire sur un papier avec de 1 à 10 et tu les coches dès que tu as terminé. Et ensuite, il faut mettre un calendrier. Donc se dire, bah voilà, on est au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois le pire de la Terre, parce que tout le monde te dit, ouais, tu veux pas venir en vacances, ouais, tu veux pas venir en vacances, tu veux pas partir en week-end, tu veux pas jouer au tennis, viens, on va se baigner et tout ça. Tu fais, ah. Du coup, la rigueur d'un calendrier qui te dit, ben voilà, on est au mois de juin, et au fin septembre, il faut que j'ai fait ces 10 étapes. Et du coup, ça c'est vraiment cool. Et c'est ce qu'il faut, à mon avis, adopter pour pouvoir se lancer sereinement, en fait. Mais des échecs, oui, on en a eu sur, par exemple, du retard de production en Chine pour notre première livraison. Là, on a vraiment eu les boules, quoi. C'est-à-dire que j'étais en Chine pendant un mois. Initialement, je devais y aller pour 15 jours pour surveiller la première production. Et au bout de 15 jours, en fait, les paires n'étaient pas du tout prêtes. On avait orchestré un lancement sur Facebook le 1er février, tout était beau, carré, lancé, etc. Et en fait, le retard de la première production de Chine conduisait à une livraison un mois plus tard en France. Et au final, cet échec s'est transformé en succès, parce qu'on a dit, écoutez les gars, face à la demande, on va avoir un mois de retard dans nos productions. Et donc on ne pourra pas livrer le 1er février, mais le 1er mars. Et là, ça a activé les rumeurs, les machins, les trucs. Ah, il me faut ma paire, il me faut ma paire, il me faut ma paire. Et nos copains en fait, nous ont tous dit de la manière simple dont vous nous avez abordé, sur le côté on crée une jeune marque sans prétention, on voudrait juste partager notre projet avec vous, a fait que les gens ont adhéré en fait et ont surtout véhiculé autour de le projet en disant putain il faut les aider, c'est cool et en plus c'est sympa. C'est-à-dire qu'il y a toujours au début le côté caritatif des potes, je vais l'aider, mais on a eu la chance d'avoir un produit aussi sympa qu'on a designé, donc un beau produit, qui a fait que les potes ont dit bah, ça, en plus ça vaut le coup, j'ai envie de les porter, quoi. Le livre qui a marqué ma vie d'entrepreneur, il a un nom bizarre en français, c'est Comment se faire des amis, et en anglais ça donne How to make friends and influence on people, qui est écrit par Dale Carnegie. Carnegie, c'est une personnalité américaine qui a créé des centres de conseil, de formation pour les entrepreneurs ou pour les salariés, qui est reconnu dans le monde entier. Et il a écrit notamment ce livre que je trouve super, parce qu'il aborde en fait la vie mais de manière sociale, donc comment être social avec son entourage en 20 étapes. Et si on met chacun des 20 en application dans notre vie, on est juste parfait. Mais c'est très compliqué. Il y a une anecdote sympa, c'est que le mec dit dans la vie il faut oser quand on veut monter sa boîte. Et il prend l'exemple de justement Rockefeller, qui avant de se lancer était un petit pionnier minier de l'Arkansas je crois, fasciné par les grandes têtes illustres de l'Amérique, ceux qui avaient monté des grosses boîtes. Et il s'est dit, bah voilà, moi, je vais leur écrire une lettre personnelle à chacun, et je vais leur demander une photo avec derrière la première idée qui leur est venue quand ils ont monté leur boîte. Question originale, il avait 15 ans. Il a reçu des photos, machin, de toutes les personnalités qu'il souhaitait. Et à chaque fois, les mecs leur ont dit, bah écoutez, voilà, quand vous aurez terminé vos études, appelez-moi pour un boulot, etc. La morale de cette petite histoire, c'était de dire porter de l'intérêt sincère aux gens. C'est-à-dire que lui, sincèrement, il s'intéresse aux gens. Beaucoup de gens, en fait, s'enferment dans l'entrepreneuriat en disant si je dévoile un once du projet, je vais me le faire piquer. Moi, je pense qu'il faut vraiment relativiser tout ça et se dire que l'ouverture d'esprit vers les proches est bonne pour une seule chose, pour éviter l'enfermement entrepreneuriat, se retrouver tout seul, merde, je suis dans mon projet, j'ai personne à qui parler, si je parle à quelqu'un, il va me piquer l'idée. Et du coup, on psychote et on se retrouve enfermé dans son bureau. Et du coup, à contrario, l'ouverture. Tiens, salut, t'es avocat, est-ce que tu peux me filer un coup de main sur les statuts? Salut, je crois que t'es commissaire au compte, enfin tu vas bientôt l'être, t'es diplômé, ouais, ok, trop bien, est-ce que tu peux m'aider à me dire comment je clôture en fin d'année? Et il faut se dire surtout, les personnes qui sont un peu plus âgées que nous, c'est-à-dire qui ont entre 10 et 15 ans de différence avec nous, sont contents, sont souvent heureux parce que c'est un peu le côté père-fils filiation. Ou alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, zut, je voulais entreprendre mais je l'ai pas fait. Et comment se porte l'entrepreneuriat dans notre pays? Eh bien plutôt très bien. Enfin mieux qu'en tout cas ce qu'on ne le croit. Et ce qu'on nous en dit tout le temps, c'est la merde, personne n'entreprend, attention, attention. En fait, je pense qu'en France, il y a plusieurs choses, c'est qu'il y a beaucoup d'actions isolées qui ne se rassemblent pas et malheureusement du coup ne communiquent pas entre elles. Donc tout le monde pense que l'entrepreneuriat est mort en France ou qu'il n'y en a pas assez. Sauf qu'en fait, il y a 10 000 associations qui s'occupent de l'entrepreneuriat, il y a 10 000 organismes, 10 000 aussi petites entreprises, beaucoup de blogs comme vous aussi qui se lancent, etc. Donc qui portent la voie de l'entrepreneur, mais c'est encore trop éparpillé. Du coup, l'entrepreneuriat va bien. On a fait une première étude il y a un an, lors du G20 des entrepreneurs qui s'est passé à Nice. Je faisais partie de la délégation française.
Et on voyait que par rapport aux autres pays, la situation française n'est pas si catastrophique que ça. À plusieurs égards, la première chose, c'est que beaucoup de personnes entreprennent, bon, parce qu'il y a la crise, parce que c'est difficile de trouver un boulot, parce que du coup, le côté aussi, les success stories like Facebook, le donnent envie d'entreprendre. Et il y a une deuxième donnée, qui est celle de l'ouverture d'esprit du patronat français vers des entrepreneurs jeunes. L'idée, c'est que les patrons avant disaient, si tu avais créé ta boîte et que tu reviens vers le monde du salariat, c'est que t'es naze. C'est-à-dire que t'as foiré ta boîte, et en France on n'aimait pas l'échec. Je pense qu'un patron maintenant va se dire, banco je le prends, parce que c'est quelqu'un qui est débrouillard, qui va jusqu'au bout de ses idées, et qui saura mener une équipe. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui rentre dans les mentalités de plus en plus, et ça fait plaisir à voir. Ensuite, l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce qu'il va bien? C'est qu'il y a plein d'actions comme la vôtre qui se montent. Et il y a un mouvement qui fait là tout ça, c'est le MoveJ notamment, le mouvement des jeunes entrepreneurs étudiants, qui organise chaque année un prix pour récompenser un projet de création d'entreprise. Et je pense que ces actions-là qui vont se mettre un peu au-dessus de la foule vont être bonnes pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'elles montrent un côté sécuritaire de l'entrepreneuriat et aussi pas isolé. Si tu le ressens un peu au fond de toi, il y a un petit peu d'entrepreneuriat, j'ai envie de pousser les choses, mais je suis pas encore sûr, etc. Fais-le maintenant. Si tu as entre 18 et 25 ans, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de tâches et le risque est quand même limité. Alors moi, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est come on guys et see you soon. Voilà. Ciao.